Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct. Et en studio, vous êtes le directeur de la rédaction d'ActuJ qui a fait sa une sur les propositions d'Emmanuel Macron sur le Proche-Orient et sur l'éventuelle normalisation, plutôt reconnaissance d'un État de Palestine dans les prochains mois par Paris. On s'intéresse cette fois avec vous au dernier coup de chaud entre la France et la Russie. Hier, depuis Madagascar, le président Macron s'est livré à une nouvelle charge contre son homologue Vladimir Poutine. On l'écoute Alexis, avant de vous céder le micro. Sous l'impulsion américaine, le président Zelensky a fait un geste incroyable. Il a dit « Je suis d'accord pour un cessez-le-feu inconditionnel ». La seule chose que nous avons à faire, la seule chose, je l'ai redit au président Trump que j'ai eu il y a 2 jours nuitamment, la seule chose, c'est qu'enfin le président Poutine arrête de mentir. Quand le président Poutine parle aux négociateurs américains, il leur dit « je veux la paix ». Quand il parle à la planète entière, il dit « moi je veux la paix ». Il continue de bombarder l'Ukraine. Il continue de tuer des vies en Ukraine. Il n'y a qu'une seule réponse qu'on attend. Est-ce que le président Poutine est d'accord pour un cessez-le-feu inconditionnel ? Les Américains l'ont proposé, les Européens le soutiennent. Le président Zelensky a dit oui. Si le président Poutine dit oui, les armes se taisent demain, les vies sont sauvées. Alexis, c'est clair, c'est ferme. C'est l'appel de Tananarive, ou en l'occurrence de Antananarivo, qui est la capitale de Madagascar, en malgache, en créole malgache. Et donc effectivement, c'est un moment, je crois, important. Je suis, vous l'avez senti, dans mes chroniques, nullement le porte-parole de l'Élysée ou du président de la République, mais il faut saluer quand le président fait quelque chose de bien. On sent une forme de détermination et d'exaspération du président de la République. Alors, vous m'autorisez juste la big picture et après on vient à l'analyse sémantique et puis aussi l'affichage de sa proximité téléphonique nocturne avec le président américain. Nous avons 2 scènes où se joue l'avenir du monde. En tout cas, tout le monde le sait, c'est Russie-Chine d'un côté et Moyen-Orient de l'autre. En ce qui concerne la Russie, il y a des points de désaccord nombreux entre les Européens, et notamment Emmanuel Macron, qui est un petit peu le représentant officieux de l'Europe actuellement, d'ici que le nouveau chancelier Friedrich Merz se mette en marche, mais il va évidemment se mettre en marche dans les semaines qui viennent, en binôme avec le président français. Et puis, nous avons l'autre scène moyen-orientale, je fais juste une parenthèse, où nous sommes moins en frontalité avec le plan américain, mais plus en complémentarité. Vous voyez, il y a des nuances, mais il n'y a pas d'opposition frontale entre la politique américaine au Moyen-Orient et la politique française au Moyen-Orient. L'une comme l'autre vise à contenir la menace iranienne et à favoriser les pétromonarchies sunnites, entre guillemets modérées, avec le rôle clé que joue Jean-Yves Le Drian avec l'Arabie Saoudite. C'est pas écrit sur les documents, mais c'est une réalité que tous les spécialistes du sujet connaissent. Donc, en réalité, nous avons des convergences et des connexions beaucoup plus étroites qu'on ne le dit dans les journaux entre la diplomatie française et la diplomatie américaine. Je reviens à la scène russe. Sur l'Ukraine. Quel est le grief principal qu'a à l'endroit de Donald Trump et de son administration, des gens qui l'entourent, de J.D. Vance, le président de la République française ? C'est d'avoir, ces 2 derniers mois en tout cas, semblait pratiquer une forme de Yalta, entre guillemets, russo-américain, au détriment du président Volodymyr Zelensky. Et on peut citer de ce point de vue-là les déclarations de Donald Trump au Time Magazine pour son 100e jour à la Maison-Blanche. Donald Trump accuse Kiev d'être responsable du déclenchement de cette guerre. Quand ils ont commencé à parler de rejoindre l'OTAN, ce sont les déclarations du président américain. Finalement, c'est aussi une critique par Macron de l'administration Trump. Absolument. Et au-delà de l'administration Trump, des positions affichées par certaines droites souverainistes européennes qui sont très représentées en France, par exemple sur la chaîne CNews. Que dit-on sur la chaîne CNews ? La plupart des experts de ce sujet viennent, et ils reflètent d'ailleurs la position du propriétaire, Vincent Bolloré, consistant à dire si Poutine est énervé actuellement, c'est notre faute parce que nous l'avons provoqué en étendant l'OTAN jusqu'aux frontières de l'Ukraine, etc., etc. C'est un discours très rodé. Mais en fait, les vrais auteurs de ce discours aujourd'hui sont les Américains, plus exactement les républicains américains trumpisés de la nouvelle administration. Et donc, nous avons un président français qui, lui, a ce différend avec Donald Trump. Ça veut dire qu'il ne lui parle pas, mais il a ce différend. Et donc, au travers de l'appel d'Antananarivo, qui est très éloquent, il fait 2 choses. Il marque la différence potentielle de cette future Europe puissance, qu'il est un de ceux qu'il appelle de ses voeux et qu'il voudrait construire avec ses partenaires européens vis-à-vis d'une Amérique, à ses yeux,
trop soumise aux intérêts fondamentaux de la Russie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il n'oublie jamais qu'il est, qu'on le veuille ou non, dans la position où il est, je ne l'angélise pas, vous avez bien compris, mais qu'il est l'héritier du gaullisme. Or, c'était quoi le gaullisme ? C'était notre politique d'indépendance nationale doit nous conduire à nous tenir à l'écart des grands mastodontes qui vont s'affronter. Quels sont les mastodontes ? Alliés, mais pas alignés. Voilà. Vous le savez très bien, quels sont les grands mastodontes qui vont s'affronter ? Par-delà l'affaire russe, si on élargit, c'est la Chine, illibérale, et une Amérique de plus en plus tentée, en tout cas via le Trumpisme, par le modèle illibéral. Que fait Macron depuis Madagascar, qui est une île amie, proche de nos départements de Mayotte et de la Réunion, proche aussi évidemment de l'intervention du ministre des Outre-mer Manuel Valls, avec qui il était ces derniers jours. Que fait-il ? Mais il réaffirme la singularité d'une position française qui nous dit non, les illibéraux vont s'affronter, mais nous, on a un autre modèle à proposer. Quel est ce modèle ? Il est précisément un modèle qui est fondé sur la défense des petites nations. Et nous revenons à Zelensky. Je crois que s'affirme aujourd'hui, par la voix du président de la République, ce qui va être la ligne européenne des mois qui viennent. C'est-à-dire, bien sûr qu'on est pour la paix, mais pas à n'importe quelle condition, et on soutiendra cette petite nation martyrisée qu'est l'Ukraine de Zelensky. Volodymyr Zelensky qui avait justement demandé ces dernières heures à ses partenaires qu'une pression forte soit mise sur Moscou, ce à quoi c'est pour l'instant refusé l'administration Trump. Mais voilà, et donc Macron fait le job que Trump ne veut plus faire. Et donc nous avons bien je sais que ça vous passionne, nous avons bien une recomposition géopolitique. C'est-à-dire que longtemps, l'Amérique, regardez, quand Raymond Aron œuvrait, Raymond Aron, comme beaucoup de gens qui défendaient la liberté à l'occidental, la démocratie libérale, comme on disait à l'époque, se disait heureusement qu'on a Washington. Maintenant, c'est l'inverse. La plupart des gens qui défendent la démocratie libérale se disent heureusement qu'on a l'Europe. Alors l'Europe, ils ne sont pas pour Van der Leyen, c'est pas le problème, mais ils se disent il y a une transmutation de valeurs. C'est-à-dire que l'Amérique a été le parapluie protecteur de la liberté depuis l'avènement du nazisme en 1933. Visiblement, elle renonce à ce rôle messianique, d'intervention messianique. Elle se replie sur son île-continent pour mener à bien son affrontement fondamental avec la Chine. Donc, qui va défendre la liberté dans le monde ? Se dit Macron. Je me glisse dans la tête de Macron. Je ne suis pas son avocat. Qui va défendre la liberté dans le monde ? Eh bien, précisément, ce noyau carolingien des Européens, la France, le Benelux, l'Allemagne, l'Angleterre, bien sûr, mais aussi l'Italie, la Suisse probablement à terme, et puis quelques amis, les Espagnols, les Portugais, etc. C'est ça la recomposition à laquelle on assiste. Et vous avez bien compris que je ne suis pas un militant de l'Europe, j'essaie de décrire ce qui se produit, et de ce point de vue-là, le discours d'Antananarivo est un discours tournant. Et précisons Alexis, tout ça intervient dans un moment aussi de grande activité diplomatique, puisque Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, est arrivé à Moscou pour une rencontre avec Vladimir Poutine lui-même. La Russie qui se dit prête également à un accord de cessez-le-feu, mais qui continue pour autant de bombarder l'Ukraine avec une nouvelle salve de tirs de drone contre l'armée ukrainienne. Le double jeu total. Alors, ce double jeu, les Américains n'en sont pas responsables, évidemment. Ce n'est pas eux qui ont créé la guerre de Poutine, en aucun cas. Mais l'ambiguïté actuelle de leur diplomatie, le lâchage de l'Est permanent vis-à-vis de Vladimir Poutine, ce qu'on dit beaucoup dans les milieux européens, je n'ai pas de preuves, moi, mais les liens de business, d'affaires, de fric existants entre le clan Trump et la Russie poutinienne, tout ça jette le trouble sur la capacité qu'ont aujourd'hui les États-Unis de droite, de cette administration de droite, à résoudre cette crise dans un sens qui soit légèrement, au moins un peu favorable à la petite nation agressée qu'est l'Ukraine. Mais je vous rappelle que si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Sur ça, Macron, il a raison. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? La Moldavie va être avalée. La Roumanie va être attaquée. Les pays baltes, peut-être, ne seront plus en sécurité. Et qui sait demain la Finlande, vous voyez ? Donc moi, je ne suis pas du tout un va-t-en-guerre à la Raphaël Glucksmann, mais je décris simplement le réel. J'essaye de vous décrire le réel. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, le président de la République, Emmanuel Macron, qui a tous les défauts du monde par ailleurs, et on ne manque pas de le dire, mais il a bien compris qu'il avait une carte à jouer pour remplir le vide, le vacuum créé par le renoncement américain à exercer une véritable puissance protectrice des démocraties. Une minute, je ne sais pas par ailleurs si Raphaël Glucksmann peut être qualifié de va-t-en-guerre. Non, mais c'était une façon de parler. La France qui vient de refuser, Alexis, 1200 visas et accréditations de diplomates ou de conférenciers, et on met des guillemets, souhaitant assister à des colloques en France, Paris qui redoute une infiltration d'espions russes sur son territoire. C'est une guerre de renseignement à laquelle nous assistons par ailleurs à côté d'un affrontement
informationnelle sur les réseaux entre les deux pays ? J'ai l'impression, si vous voulez, que la Russie aujourd'hui est énervée par le réveil de l'Europe. C'est un réveil pour l'instant timide, mais il y a des signes qui s'accumulent, vous voyez, en France, en Allemagne, en Angleterre, etc. Mais même la visite de Mélanie, d'ailleurs à Washington. Tout ça, ce sont des signes du réveil. Et donc, les Russes sont énervés, ils font flèche de tout bois, et vous savez bien que les autocraties, contrairement aux démocraties, utilisent les moyens les plus vils pour parvenir à leur fin. Je crois que nous sommes dans ce contexte-là. Il faut peut-être revoir le bureau des légendes pour mieux comprendre ce qui se passe dans les arcanes. En tout cas, une partie de ce qui se passe dans les arcanes diplomatiques et du monde du renseignement. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter sur radioj.fr. Retrouvez également cet échange sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi. Et bon Shabbat. Merci. À lundi. À lundi, ouais.